On ouvre ce 21-23 avec donc l'annonce historique du jour entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron à une lettre d'intention. C'est pas encore un contrat, c'est pas encore une commande, mais une lettre d'intention pour une centaine d'avions de combat Rafale à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça signifie pour la guerre, pour l'avenir? On va en parler avec nos invités sur ce plateau. Vera Grantseva, bonsoir. Vous êtes politologue russe, enseignante à Sciences Po, auteur de Les Russes veulent-ils la guerre? Un essai d'une Russe en temps de guerre aux éditions du CERF. Guillaume Ancel, bonsoir. Ancien officier, chroniqueur militaire, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement. Et puis Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de Fragments d'un parcours aventureux, aux éditions Temporis. Alors, on va justement voir ce qu'il en a été aujourd'hui, même si on en a parlé dans le journal de Cécile. Comment s'est déroulée déjà cette lettre d'intention entre les deux présidents? On regarde et on en discute juste après. Une mise en scène soignée, un Rafale en arrière-plan pour un accord historique. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont signé une déclaration d'intention qui prévoit l'achat par l'Ukraine d'une centaine de ces avions de combat. Une commande qui, si elle se concrétise, constituera l'achat le plus important de Rafale par un pays étranger. Un accord salué par le président Zelensky. Aucun montant n'a été précisé. Je suis reconnaissant envers la France d'être aux côtés de l'Ukraine. Que l'Ukraine ne soit pas seule pour se défendre. Et c'est grâce à cela que nous espérons encore plus la fin de cette guerre. L'accord porte sur une période d'environ 10 ans, avec en plus des Rafales, l'achat de radars, de bombes guidées, de drones et de systèmes antimissiles nouvelle génération. Paris insiste, il ne s'agit pas d'une livraison immédiate, mais d'une coopération de long terme destinée à reconstruire les capacités militaires ukrainiennes. Le contrat que nous avons signé aujourd'hui s'inscrit dans un autre espace de temps, celui de la régénération de l'armée ukrainienne dans l'avenir. Et du fait que pour qu'une paix signée, que nous espérons le plus tôt possible, soit robuste et durable, il faut avoir une armée ukrainienne qui soit en capacité de dissuader toute nouvelle incursion. Alors, on va bien évidemment parler, tous les quatre, de toutes les implications militaires, diplomatiques, mais Guillaume Ancel, d'abord, est-ce que d'un point de vue, j'allais dire purement de l'annonce, d'un point de vue militaire, est-ce que ça vous a surpris? Alors, ce week-end, je regardais évidemment les réseaux sociaux, les blogs militaires, un peu bien informés, comme on dit, on sentait que quelque chose arrivait, mais est-ce que ça vous a surpris, surtout ce volume? Oui, ça nous a surpris parce que le Rafale est l'avion de combat le plus sophistiqué, le plus cher que produit la France. Et en fait, la France n'a absolument pas le moyen de les offrir aux Ukrainiens. Et je dirais que, sauf s'il y avait un financement européen, ce qui reste à monter intégralement, ça reste une lettre d'intention. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un contrat. C'est juste l'Ukraine qui dit si les Français me le proposent, moi je veux bien acheter 100 avions Rafale à condition que quelqu'un me les paye. Donc on est quand même un petit peu loin de la livraison des avions. On voit que l'importance du sujet est surtout politique et diplomatique. Et ça, Claude l'expliquera très bien. Eh ben justement, Claude, allez-y. Puis j'allais demander à Vera la réaction aussi des Russes, mais allez-y, Claude. Déjà, est-ce que on répète bien à nos téléspectateurs, il n'y a pas 100 Rafales français qui l'an prochain iront bombarder les positions russes dans le Donbass. On n'est pas du tout dans ce timing-là, mais voilà, plutôt politique, plutôt diplomatique. Oui, je crois que c'est un acte politique majeur, puisque en faisant ce qui a été fait cet après-midi, la France prend position sur l'avenir à moyen et long terme de l'Ukraine. Et elle signifie à M. Poutine qu'elle n'acceptera pas l'une des conditions que M. Poutine mettait à un cessez-le-feu, qui était il faudra que l'Ukraine, non occupée par l'armée russe, soit neutralisée. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'armée ukrainienne, qu'il y ait une sorte de police, oui, que ce soit un pays un peu tampon. Oui, voilà. L'Autriche, mais encore en plus neutre. En tout cas. Et évidemment, c'est totalement inacceptable pour M. Zelensky, mais c'est aussi totalement inacceptable pour les Européens. Bien sûr, la partition sur laquelle M. Trump semblait se diriger lors du sommet en Alaska, à Anchorage, c'est également inacceptable pour nous. Mais le fait que Poutine ait exigé, justement en Alaska, cette neutralisation totale de l'Ukraine
était la signification qu'il voulait poursuivre la guerre et la poursuivre jusqu'à ce qu'il obtienne une reddition de l'Ukraine. En fait, un effacement de toute identité nationale ukrainienne. Et ça, effectivement, nous ne pouvons pas l'accepter. Et ce deal, même si ce ne sont que des lettres d'intention, à moyen et long terme, signifie que nous ne l'accepterons pas et que d'une manière ou d'une autre, nous réarmerons l'Ukraine. Et que ça va arrimer l'Ukraine à l'Europe. Parce que quand on a des... Alors, on précise aussi pour nos téléspectateurs, l'Ukraine a donc déjà des avions de combat. Alors, on y reviendra, mais déjà quelques Mirage 2000 français, des F-16 qui ont été des avions américains, mais qui ont été livrés notamment entre autres par les Pays-Bas. Là, Vera Grantseva, pour faire suite à ce que disait monsieur l'ambassadeur, et comment peut réagir Vladimir Poutine ? Bon, il n'y aura pas, à mon avis, d'une réaction immédiate et factuelle. Ça veut dire que la Russie, aujourd'hui, n'a pas des moyens pour répondre immédiatement à ce type d'événement. La réaction la plus rapide, c'est la réaction de la propagande qui va bien évidemment essayer de se moquer de tout ce qui est signé entre la France et l'Ukraine, essayer de effectivement minimiser, de montrer que ça, effectivement, c'est juste une lettre oui, on peut s'attendre peut-être à des... Voilà. Sur les réseaux sociaux, à des plaisanteries. Ils ne seront pas livrés avant 10 ans, ils ne volent pas bien. Enfin voilà, il va y avoir on peut attendre aussi des réactions peut-être de l'attaché de presse du Kremlin, donc de M. Peskov, qui maintenant c'est un peu une grande histoire qu'il essaie de monter en Russie, c'est de dire que c'est l'Europe qui se militarise. Et voilà, une preuve, on voit que la France signe l'accord de livraison d'armes, donc on voit que c'est l'Europe qui prépare la guerre contre la Russie. Bon, factuellement, bien sûr, quelqu'un qui réfléchit va très bien remettre des choses dans l'ordre et se dire qui a commencé quand même cette guerre, mais la propagande maintient un peu ce mythe dans la société russe et essaie aussi de le répandre dans ses alliés au sud global, que c'est la preuve que l'Europe prépare la guerre contre la Russie et se arme, se militarise, et la Russie doit se défendre. Guillaume, une réaction, puis après on va aller justement voir les détails de cette lettre. Ouais, en fait, cette annonce, il faut l'inscrire aussi dans le contexte de l'aide militaire à l'Ukraine. Les Américains se retirent. Par contre, ils acceptent que les Européens financent pour payer du matériel américain. C'est ça que veut combattre le président Macron. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il faudrait que les Européens payent, alors que si vous regardez bien, tous les équipements qui sont proposés dans ce deal, c'est du franco-français. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de pays européens qui vont s'étrangler un peu, parce que d'un côté, il y a Dassault qui veut vendre ses Rafales, mais qui refuse obstinément qu'il y ait un avionneur européen qui fabrique l'avion de chasse de tous les Européens. C'est le fameux projet du SCAF, l'avion de combat du futur. Exactement, que Dassault est tranquillement en train de s'aborder. Et du coup, ça pose la question qui, pour moi, est très logique. C'est que si ce sont aux Européens de payer du matériel militaire, pourquoi acheter américain ? Mais par contre, ça ne peut pas être que franco-français. Et donc, ça pose d'autres questions. Bon, alors tout de suite, on va aller voir justement, avant de poursuivre le débat, ce qu'il en est de cet accord, enfin en tout cas de cette lettre d'intention, puisqu'encore une fois c'est un accord, mais c'est pas une commande. Je vous retrouve Alexandre Hébert. Alors justement, dites-nous d'abord que contient exactement ce projet entre la France et l'Ukraine. Oui, vous avez raison d'insister sur le fait qu'il s'agit d'une lettre d'intention, Loïc, puisqu'il ne s'agit pas en l'état d'un vrai projet de commande, mais plutôt d'un projet de commande plus que d'une véritable commande déjà faite. Et donc, ce qu'elle contient, c'est un projet d'achat par l'Ukraine d'une centaine d'avions Rafale. Pour rappel, l'avion Rafale, c'est cet avion de combat que vous voyez juste ici et qui est considéré comme l'un des fleurons de l'aviation française, pour un achat qui serait étalé sur une dizaine d'années. Quant au montant précis de cet achat, il n'a pour l'instant pas été communiqué. Il va en fait dépendre des négociations entre les pays. Nous avons donc fait une estimation à partir des précédents contrats de ce type qui avaient déjà existé. La facture pourrait s'élever de 7 à 10 milliards d'euros pour les appareils en eux-mêmes, ce à quoi il faut ajouter les armes, les infrastructures supplémentaires et puis aussi la formation des pilotes. Et donc la facture pourrait s'élever au total entre 21 et 27 milliards d'euros. Il s'agit ici d'une fourchette parce qu'en fait, le prix varie d'un contrat à un autre et selon les pays auxquels ces avions sont vendus. Un prix auquel il faut aussi ajouter le coût d'entretien de ces avions qui est estimé jusqu'à 3,5 millions d'euros par an et par appareil.
Alors Alexandre, justement, on voyait, vous disiez 27 milliards pour ce contrat. Évidemment, l'Ukraine n'en a pas les moyens, encore moins aujourd'hui. Qui pourrait payer? C'est vrai que c'est difficile d'imaginer que dans sa situation, l'Ukraine puisse faire une telle dépense. Et donc plusieurs pistes sont envisagées. D'abord celle d'un financement bilatéral. Ça veut dire que la France pourrait prêter de l'argent à l'Ukraine ou lui faire des facilités de paiement pour une partie au moins de ce contrat. Ça peut aussi passer par différents programmes européens, par exemple le SAFE et ses 150 milliards d'euros en prêts qui servent à financer les investissements de défense. Et puis se pose aussi la question des avoirs russes qui sont gelés par l'Union européenne depuis le début du conflit. 140 milliards d'euros disponibles, mais la question divise énormément les pays quant à savoir s'il faut les utiliser ou non. Dans sa conférence de presse ce midi, Emmanuel Macron a aussi évoqué une quatrième piste, celle de l'émission d'une dette commune au niveau européen, comme ça a pu être fait après la pandémie. Mais tout ça est encore à prendre avec des pincettes, car cela doit être négocié justement au niveau européen. Merci Alexandre pour ces précisions. Et justement, effectivement, je retourne voir mes invités, mais justement, Guillaume en parlait à l'instant. Oui, si c'est 27 milliards d'euros à financer pour l'Ukraine et qu'on le demande aux Européens, ils vont peut-être pas être très contents de payer que pour un matériel français. Alors, cela dit, et vous allez me répondre, et pendant que vous me répondez, on va voir aussi quelques images de l'avion suédois, le Gripen, parce qu'il a aussi été, il y a aussi eu des lettres d'intention pour cet autre avion de combat. C'est aussi un avion de combat européen qui, dit-on, est particulièrement efficace, notamment pour décoller sur des petites routes ou qui peut plus facilement se cacher dans la forêt. Nos amis nordiques font beaucoup ça. Donc il y a eu, je crois, une lettre d'intention pour 100 ou 150 Gripen, ce qui porterait l'armée de l'air ukrainienne à près de 250 avions de combat. Mais continuons la discussion sur les Européens, parce que les téléspectateurs qui nous écoutent, ça les intéresse aussi quelque part. C'est leur portefeuille. Donc, qui va payer pour faire suite à ce qui vient d'être dit par Alexandre? Alors, pardon. En effet, on est à la recherche d'un financement européen, et là-dessus, il y a eu plusieurs hypothèses. Après tout, il y a le schéma d'un emprunt européen, comme ça a été fait au moment du Covid, mais il y a aussi, évidemment, l'idée que Mme von der Leyen a mis en avant, qui est que, bien entendu, il faudra, lorsque la guerre sera terminée, que les Russes paient des réparations de guerre. Or, les Russes refuseront de payer des réparations de guerre, bien entendu. D'ailleurs, c'est un des sujets que M. Poutine a mis sur la table également à Anchorage, en disant qu'il faudra effacer toute condamnation et toute trace de culpabilité russe. Mais il y a les avoirs de la Banque centrale russe qui sont gelés, qui se trouvent dans une banque de clearing pour l'essentiel à Bruxelles. Et ça, c'est les fameux 140 milliards d'euros. Exactement. Et comme on sait déjà que les Russes, spontanément, ne voudront pas payer les réparations, pourquoi pas se servir de ces 140 milliards d'euros, non pas pour les confisquer, mais comme garantie à un prêt qui serait fait pour acheter des armes pour le compte des Ukrainiens. Et c'est le montage, effectivement, qui pose problème naturellement aux Belges, puisqu'il se trouve que la société de clearing où est cet argent est à Bruxelles. C'est un hasard, bien entendu, mais le Premier ministre belge dit, bon, écoutez, si on va dans cette voie, il faudrait au moins organiser un système de réassurance. Si on est attaqué par la Banque centrale de Russie parce qu'on a utilisé ces fonds gelés... Les Belges veulent pas être les seuls à porter le chapeau. Il faut partager entre les États membres de l'Union européenne. Et je pense que c'est là-dessus que la Commission et les États membres vont travailler dans les semaines qui viennent, peut-être en prévision du Conseil européen, même du mois de décembre. Vera et puis Guillaume, mais juste pour finir sur ce point-là, pourquoi c'est si compliqué? Ça fait des années qu'on en parle de ces avoirs russes gelés. J'allais dire le bon sens ou la logique dirait, voilà, il y a 140 milliards, oui, on s'en sert comme garantie, on pioche dedans. Où est le problème? Non, le problème est dans la crédibilité des décisions financières de l'Union européenne. Donc, effectivement, il y a cette peur qui parfois peut être présente dans ce débat, que si il y a en cas en exception, quand les avoirs, l'argent qui ont été placés dans la Banque européenne, si après ils étaient confisqués comme ça pendant la guerre, mais bon, il faut aussi souligner que c'était pas sans aucune raison. C'est quand même quand on présente cette
cette situation de confiscation, c'est un peu aussi étrange parce qu'effectivement, il y a un cas assez particulier, c'est la guerre au sein de l'Europe et c'est pas pour rien que ces avoirs sont aujourd'hui menacés par un peu la justice européenne. Mais néanmoins, ça peut, pour certains, ça peut évoquer cette peur que les autres investisseurs dans l'Union européenne, qui peuvent aussi placer leur argent dans les institutions financières, peuvent avoir peur dans le futur que s'il y a des autres conflits dans le monde, que l'Europe peut aussi avoir un avis sur ce conflit et soit confisquer, soit faire la pression sur le pays à cause de ses avoirs. Mais à mon avis, c'est quand même c'est un débat qui en soi n'a pas de sens parce qu'effectivement il y a une raison assez précise pourquoi la Russie aujourd'hui est menacée avec cette confiscation de ses avoirs. C'est la vraie guerre. Donc si en futur on peut se demander si l'Union européenne veut vraiment avoir les affaires avec les pays qui font les guerres contre les autres, peut-être aussi c'est pas l'intérêt de l'Union européenne. Donc en soi, peut-être ça peut aussi éviter à l'Europe d'avoir des problèmes avec les pays qui peuvent d'un côté coopérer avec l'Europe au niveau financier et d'autre côté mener des politiques agressives qui peuvent avoir des conséquences pour le monde entier et pour le continent européen en particulier. Guillaume, pour finir là-dessus, est-ce qu'on peut quand même se réjouir, même si, on l'a bien entendu, il va falloir que les Européens se mettent d'accord pour payer, ça va peut-être pas être simple. Mais est-ce qu'on peut se réjouir, par exemple, que les Américains, qui sont quand même, alors certes, ce sont les États-Unis de Donald Trump aujourd'hui, mais qui est toujours très pro-business, est-ce qu'on peut se réjouir que par tout un concours de diplomatie notamment, les Américains n'aient pas réussi à imposer, on voit, tous les téléspectateurs ne le voient pas, mais derrière vous on voit un F-16 américain, ou les fameux F-35, on les verra peut-être à l'image, qui sont les avions de dernière génération que les États-Unis vendent à beaucoup de pays dans le monde. Est-ce que industriellement et politiquement, c'est un bon coup de vendre le Rafale ? Voilà, là on voit des F-35 américains. En fait, il n'y a pas d'équivalent aux F-35 américains actuellement, même si Dassault affirme que son chasseur est excellent, oui, c'est un chasseur de la génération actuelle. Ils ne sont pas encore au niveau de la génération que produisent actuellement les Américains, ou les Russes d'ailleurs. Et par conséquent, ça pose un problème de défi industriel. Je dirais que ce qui manque aujourd'hui le plus à l'Europe, dans sa volonté de se défendre à travers l'Ukraine, c'est un Airbus de la défense. C'est-à-dire que là où, en termes de construction aéronautique, plus personne ne conteste le fait que Airbus est le challenger de Boeing, en termes militaires, il n'y en a pas tellement. Pourquoi ? Parce que nos industriels de l'armement sont encore, pour l'essentiel, les héritiers des manufactures royales, qui ne travaillent que pour un pays et qui pensent que le budget de la défense de la France est leur monopole. C'est typique de Dassault. Est-ce qu'il y a un Rafale qui a été vendu en Europe ? Aucun. Et en fait, l'Ukraine, c'est la première fois qu'il y aurait une vente, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Donc, pardon, mais on devrait surtout se poser la question de c'est quoi les programmes européens qu'on lance pour que les industriels de l'armement soient obligés de se fédérer et qu'on construise enfin des armements à l'échelle de l'Europe. Le Rafale est horriblement cher, il est entre 70 et 100 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un avion qui est produit à quelques centaines d'exemplaires. Alors que quand on parle du F-16, on est en milliers d'exemplaires, et le F-35 sera probablement dans des échelles de ce type qui sont des échelles industrielles. Donc en fait, le sujet de l'Europe de la défense, il est simple. C'est un problème d'échelle européenne. Tant qu'on ne passera pas des commandes européennes, on continuera à faire de l'orfèvrerie. Mais alors, est-ce que... Et puis après, on va aller voir justement dans quelques secondes, l'état de l'armée de l'air ukrainienne. Mais est-ce que l'Ukraine, pour sa survie, pour son navire, est-ce qu'elle a raison de vouloir acheter des Rafales ? Alors, on parle bien du futur, puisque, comme le rappelait Claude tout à l'heure, c'est pas une livraison demain, ce ne sont pas des avions Rafale. D'ailleurs, il faut 3 ou 4 ans pour pouvoir livrer ces avions avec leurs équipements complets. Donc, on parle bien d'un investissement du futur. C'est pour ça que Zelensky parle d'un accord historique, au sens de... Tactiquement, ça ne changera rien. Mais ça pose la question de qu'est-ce qu'on veut construire pour l'avenir avec l'Ukraine. Et pour moi, le premier défi des Européens sur leur défense, c'est cette volonté ou pas de construire des industries européennes. Parce que si vous regardez bien, tous les équipements qui sont derrière les présidents Zelensky, Macron, ce sont des équipements franco-français. Par exemple, le SAMP-T, le missile qui se veut l'équivalent du Patriot américain, c'est celui qu'on appelle le Mamba en France, il n'est pas à niveau.
Pourquoi ? Parce que les Américains investissent depuis 30 ans dans le Patriot, qui aujourd'hui est la référence de la place. Et nous, on est encore sur un missile franco-italien qui a été très peu vendu. Il y en a 2 systèmes, en fait, en Ukraine. Pardon, mais face à des systèmes comme le Patriot qui ont été vendus en centaines d'exemplaires, forcément, on n'est pas à la maille industrielle. Donc, quand est-ce qu'on se retrousse les manches et qu'on confie à l'Union européenne d'organiser les programmes européens et qu'on arrête de jouer chacun sa partition ? Alors justement, je vous disais où en est l'armée de l'air ukrainienne et j'aimerais aussi avoir votre réaction là-dessus. On va d'abord voir le reportage de Matteo Pasto parce qu'effectivement, on s'est posé la question en préparant l'émission, mais au fait, est-ce que l'armée de l'air ukrainienne vole toujours ? Est-ce qu'il y a toujours des avions ? Et oui, et c'est quand même ça un enseignement presque 4 ans après le début de la guerre. On regarde et on en parle. Sur ces images diffusées par l'armée ukrainienne, un militaire monte à bord d'un Mirage 2000 cédé par l'armée française. Sur cet autre clip, c'est un F-16 que des militaires ukrainiens chargent de missiles. Le tout sur une bande-son digne d'un blockbuster américain. Mais alors au-delà de cette campagne de communication, quel est réellement l'état de la flotte ukrainienne ? Souvenons-nous, le début de la guerre en 2022, la première chose qu'a fait la Russie, c'est de bombarder tous les sites aériens de l'Ukraine, c'est-à-dire les bases aériennes, les systèmes radars. Donc leur flotte d'aviation de combat, elle a été réduite à son strict minimum, peut-être même pas une dizaine, quelques dizaines d'avions. Parmi eux, des MiG ou des Sukhoi datant de l'époque soviétique, auxquels se sont ajoutés en février dernier un premier lot de Mirage 2000 et de F-16, livrés respectivement par la France et les Pays-Bas. Mais depuis, comment l'armée ukrainienne s'en sert-elle ? Ces chasseurs servent essentiellement, à dissuader les chasseurs russes de venir au-dessus du territoire ukrainien et 2, d'intercepter le maximum de missiles de croisière qui sont envoyés presque quotidiennement au-dessus de l'Ukraine. La lettre d'intention pour la commande d'une centaine de Rafales vise donc à offrir à l'Ukraine une capacité de dissuasion aérienne à moyen et long terme. Alors voilà, on entendait le général du Tartre s'exprimer dans le reportage. Voilà, justement, Vera, il y a une question, c'est que la Russie, qui était une armée bien plus puissante, une armée de l'air bien plus puissante, elle est toujours pas maître du ciel ukrainien, loin de là. Oui, bon, c'est pas le seul domaine où il a perdu sa domination, c'est aussi dans la flotte. On peut très bien penser à la mer Noire où la Russie a complètement perdu la mainmise, même si c'était... pour la marine, oui, voilà, les Russes ont perdu beaucoup de bateaux. Effectivement, mais dès le début de cette guerre, effectivement, tout au début, premier jour, il y avait un aéroport militaire qui a été presque détruit par les forces russes. Et c'est effectivement à partir de là qu'on a vu que l'aviation ukrainienne a eu mal pour participer dans cette guerre, mais ce n'était pas que du côté ukrainien. Du côté russe, c'était la même chose. Très vite, on a vu que la guerre d'aujourd'hui a beaucoup changé, qu'il y a d'autres moyens, comme notamment les drones, par exemple, et d'autres aussi moyens militaires. Bon, ici, je passe sur le contrôle des spécialistes militaires. Mais en gros, de deux côtés, en fait, on a vu que les avions ne pouvaient plus rentrer dans l'espace aérien de son adversaire et de faire quelque chose. C'était impossible. Donc, de deux côtés, il y avait ce problème. Après, à l'intérieur du pays, quand même, les avions peuvent servir pour effectivement intercepter les missiles de croisière, défendre aussi le centre du pays et l'ouest qui est aussi attaqué. Donc, il y a quand même le sens dans l'aviation pour défendre le ciel ukrainien, mais au niveau des combats sur le terrain, sur le front, dans les tranchées, oui, là-bas, on voit que les avions de deux côtés sont d'ailleurs absents. Et ça nous raconte aussi comment les guerres contemporaines, comme ça, les guerres assez conventionnelles, assez classiques se déroulent, où l'aviation, effectivement, est assez absente. Oui. Alors, pardon, Guillaume, un détail près, Vera. Effectivement, les avions évitent de survoler la ligne de front parce qu'ils se font immédiatement intercepter, notamment par les missiles patriotes qu'ont les Ukrainiens. À l'exception des bombes planantes, qui est une véritable plaie pour les Ukrainiens, parce qu'en fait, les Russes ont recyclé un stock gigantesque de bombes sans intérêt qui datent de l'ère soviétique, mais les ont équipés qu'un kit qui les rend guidables jusqu'à 70-80 km. Ça veut dire que ces avions peuvent, en s'approchant seulement à 50-40 km de la ligne de front, envoyer une bombe d'1 tonne, de 2 tonnes ou 3 tonnes, c'est-à-dire des bombes de destruction massive, sur la ligne de front que personne ne sait intercepter à cette distance. Et ça, ils les lâchent, les Russes les lâchent côté russe, pas côté ukrainien. Bien sûr. Et la bombe, elle plane. Des systèmes anti-aériens ukrainiens. Et ça, pour l'instant, personne ne sait lutter contre, sauf si les Américains
accepté de vendre sur les F-16 des missiles de moyenne portée, ceux qui font 120, 130 km, qui permettraient à des chasseurs de venir à 60 km de la ligne de front, donc sans s'exposer au système antiaérien russe, d'intercepter ce qu'on appelle en moyenne portée. Les Américains savent le faire techniquement, ils ne veulent pas livrer ces missiles parce que ça veut dire abattre des avions russes au-dessus du sol russe. Et ça, c'est une véritable escalade. Et pourtant, à un moment, quand on veut faire la guerre, il faut choisir justement comment on défend la paix sans avoir peur de se battre. Et on voit bien que nous, on est encore très retenus, alors que ça ne pose aucun problème aux Russes de tirer tous les jours des centaines de bombes planantes sur la ligne de front et sur les villes qui sont autour. Sur l'aviation, parce qu'on a souvent dit, alors je crois que, c'est vous le spécialiste Guillaume, mais une guerre, elle se gagne au sol, quelle que soit la technologie, elle ne se gagne pas dans les airs, elle se gagne au sol. Mais quand même, la supériorité aérienne, c'est quelque chose qui a couru sur tout le XXe siècle et ce début du XXIe. Est-ce que là, il y a un changement un peu historique avec que ce soit les drones Ça a changé en effet, comme vous le suggérez, c'est une guerre de drones à laquelle nous n'avions pas vraiment songé, à laquelle nous n'étions pas préparés. Et c'est pour ça que la deuxième décision prise aujourd'hui est très importante. C'est une décision industrielle. La France et l'Ukraine vont s'associer pour fabriquer dans des joint ventures des drones. Et ça, c'est très très important, puisque tout à l'heure, on appelait à la coopération européenne pour la fabrication d'armes. Eh bien, on va montrer l'exemple en faisant avec les Ukrainiens des drones. C'est un début de coopération européenne. Peut-être que ça incitera d'autres pays à réfléchir, en effet, à construire enfin cette coopération européenne qui ne devra surtout pas être confiée à la Commission. Ça devra être, comme Airbus en effet, une coopération interétatique entre les États qui veulent bien mettre leurs capacités industrielles en commun, comme ça a été fait pour Airbus. C'est en effet le seul modèle viable. Il ne faut surtout pas que la Commission s'en mêle, car la Commission n'a aucune capacité industrielle. Mais avec un sujet, effectivement, un changement majeur, je dirais, avec les drones. On pense qu'en 2025, les Ukrainiens auront utilisé plusieurs millions de drones. L'armée française, aujourd'hui, doit avoir quelques milliers de drones. Et encore, pas du même plan. Ça veut dire que... milliers contre millions. Donc les Russes aussi, des millions de drones. Bien sûr. Et c'est l'équivalent, c'est le miroir de ce que font les Russes actuellement en drones. Et tout le monde essaye de prendre le dessus technologiquement, mais dès que les Ukrainiens sortent une nouvelle version, les Russes arrivent à sortir quelque chose de contraire dans les 3 semaines, 4 semaines qui viennent. Donc notre question, c'est de rattraper les plus de 10 ans de retard qu'on a pris, alors même que le rappelait Claude, avec 4 ans de guerre, on aurait dû anticiper un peu plus le fait qu'un jour on nous menacerait avec des drones. Aujourd'hui, les drones qui nous survolent en Belgique, en France, partout en Europe, ce sont des drones qui, pour la plupart, sont blindés au brouillage, c'est-à-dire qui sont insensibles au système de contre-mesures qu'on avait mis en place. Donc, on veut travailler avec les Ukrainiens parce que c'est le seul moyen d'avoir accès aux informations opérationnelles et aux dernières technologies qui ont été développées. Mais ce qui nous angoisse, c'est qu'on n'avait pas prévu que les développements se feraient à cette vitesse. Vous voyez, un avion Rafale, il faut 30 ans pour le concevoir et le fabriquer. Là, les drones, ils ont 3 mois d'espérance de vie. Donc forcément, on ne joue pas dans la même catégorie. Personne ne sait faire, en dehors des économies de guerre, des équipes d'industriels et de start-up qui vont à cette vitesse-là. Aujourd'hui, il n'y a que les Ukrainiens et les Russes qui le font. Et ça, c'est un questionnement incroyable pour nous. Et bien justement, on va voir un reportage, un extrait de reportage de Stéphanie Pérez, notre grande reporter qui se rend très souvent en Ukraine, un reportage qui date de mai dernier, et elle vous montre l'inventivité, la réactivité des Ukrainiens qui commencent qui créent leur propre industrie de défense, leurs propres drones, et vous allez voir que ça commence très très tôt, même à l'école. Regardez. Oublier la vieille industrie héritée de l'Union soviétique. C'est dans des start-up, à l'image de celle-ci, que se développe la défense ukrainienne. Il y en a plus de 500 créés depuis le début de la guerre. Pour les ingénieurs, comme Andriy Kondratov, un défi, être innovant, à moindre coût, sans dépendance aux composants chinois. Ça, c'est un appareil qu'on a inventé pour brouiller les fréquences des drones russes. À l'extérieur, un robot en plein test, un véhicule terrestre télécommandé capable de transporter des mines anti-chars. Essaye d'aller sur la pelouse. En ligne de mire, la réduction de la dépendance aux armes étrangères en cette période d'incertitude sur l'aide américaine.
On a compris qu'on ne doit pas compter sur l'aide des autres pays. Ce sont nos initiatives qui sont la clé du futur de l'Ukraine. On n'est pas sur la ligne de front, mais on se mobilise à notre façon. C'est dans ces ateliers qu'on résiste. Et cette obligation d'innover s'inculque dès le plus jeune âge. Dans ce lycée privé, une partie des cours de technologie est désormais consacrée à la conception de drones. Il faut que tu soudes mieux là. Âge de ses élèves, 13 ans. Adolescent et déjà conscient de la guerre technologique qui se joue dans cette salle de classe. Si la guerre continue et qu'il y a toujours besoin de beaucoup de drones comme celui-ci, j'aurai l'expérience et je pourrai en fabriquer beaucoup en peu de temps. Une industrie de défense en plein essor, mais en permanente recherche d'investisseurs. L'insuffisance de financement ralentit son développement alors que la guerre continue. Vera Grantseva, parce qu'on en avait déjà parlé sur ce plateau, des deux côtés, côté russe comme côté ukrainien, quand on voit un petit ado de 13 ans qui fabrique des drones, alors c'est sidérant à voir, mais c'est une toute autre génération qui se projette dans un autre monde. Oui, exactement. C'est quand même assez tragique de voir que l'enfance des enfants ukrainiens sera marquée par la guerre. C'est très traumatisant. Mais bon, en même temps, c'est aussi une nation qui se bat pour son survie. Donc, ils sont effectivement très motivés et on le voit de très, très bas âge. Après, ce qu'il faut aussi souligner, effectivement, de deux côtés, il y a le développement des drones et effectivement, ils arrivent à la vitesse assez spectaculaire, je trouve, de faire évoluer ce domaine. Ils s'adaptent très vite. Donc, les drones de 2022 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est toute une autre histoire. Mais il y a deux différentes façons comment ce problème a été approché en Ukraine et en Russie. Donc, on sait qu'en en Ukraine, en fait, c'était très diversifié comme domaine. Ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs privés qui ont été impliqués. Je crois que les derniers chiffres, que ça montait jusqu'à 200 sociétés, petites entreprises, qui innovaient dans ce domaine et qui fabriquaient leurs drones. Donc, ils ont pu diversifier largement la production, tandis qu'en Russie, en fait, c'était très centralisé. On sait qu'il y a un oligarque proche à Poutine qui finance le militaire, qui distribue l'argent, qui prend du budget russe. Et c'est très centralisé. Il y a les entreprises d'État, il y a les centres de recherche étatiques. Donc, il y a très peu d'acteurs privés qui sont impliqués dans cette affaire. C'est pourquoi, en quelques mois, on voyait aussi qu'il y avait quand même un certain retard chez les Russes, parce que, en fait, il y avait moins je trouve, des cerveaux un peu actifs qui étaient impliqués. C'était très, très vertical, très centralisé. Mais après, on voit que, à force aussi de financer beaucoup, de forcer les gens de proposer des solutions, le côté russe aussi arrive à rattraper le retard qu'ils avaient en quelques moments sur l'Ukraine. Donc, il avance, à mon avis, un peu très proche. Donc, c'est peut-être en moi qui c'est l'Ukraine, un peu qui est plus avancé, l'autre c'est la Russie. Mais de deux côtés, on voit qu'effectivement, c'est devenu quelque chose de crucial dans cette guerre. Claude Guillaume, quand on voit ce reportage-là, quand on parlait là du fait de faire naître des géants européens de la défense, des programmes communs, d'avions de combat, d'armement, tout ça, est-ce que les Européens ont aussi à apprendre, c'est ce que vous disiez, Guillaume, des Ukrainiens? Est-ce qu'ils sont plus en avance que nous? Oui. Par exemple, le programme Mur de drones, qui consiste en fait à chercher quels sont les systèmes qui pourraient intercepter des drones. Parce que le principal, aujourd'hui, chasseur de drones, c'est le drone. Mais on ne sait pas très bien faire, surtout quand on est face à un essaim de drones, c'est-à-dire à 25 ou 50 drones qui arrivent en même temps sur une zone d'objectif. Ça, on ne peut le faire qu'avec l'expérience opérationnelle des Ukrainiens, parce qu'ils vont à une rapidité terrible puisqu'ils sont confrontés à la réalité. Mais la question que ça pose, c'est que nous, on est habitués à des programmes de construction aéronautique, par exemple le Rafale, 30 ans, 3 milliards d'euros. Et là, on est face à des industriels, ou plutôt à des start-up, qui ont 3 semaines pour construire quelque chose. La série sera obsolète à la fin du mois. Et donc, ça nécessite d'inventer d'autres mécanismes de réseau entre des start-up, des industriels qui travaillent pratiquement que sur des pièces détachées, qui vont produire à toute vitesse avec des imprimantes 3D et qui vont être assemblées au fur et à mesure, puisqu'il n'est pas question de lancer une série avec une livraison dans 1 an. Donc, ça re-questionne l'intégralité de ce qu'on savait faire dans les drones. Et ce qui était très bien fait dans votre reportage, c'est qu'on pense toujours aux drones aériens. Mais maintenant, il y a aussi des drones terrestres et des drones navals. Et donc, en fait, ça rebat les cartes de l'ensemble du champ de bataille. Est-ce que demain, on aura encore besoin
de composantes pilotées, même si in fine, comme vous le rappeliez tout à l'heure, à la fin, il faut quelqu'un sur le sol pour dire que c'est lui qui contrôle la zone. Mais ces drones déstabilisent totalement la conception de la guerre qu'on avait jusqu'ici. C'est pour ça qu'il faut se mettre à l'école des Ukrainiens sur cette affaire de drone, parce que l'agilité intellectuelle dont ils font preuve, la réactivité intellectuelle, naturellement, bon, les Russes étant en guerre avec eux, sont obligés de suivre, même avec leur structure lourdingue, typique de la Russie. Mais nous, il faut que effectivement, on développe des startups qui apprennent des Ukrainiens comment on peut fabriquer des drones avec une évolution, une agilité intellectuelle très rapide. Et notre tissu industriel n'est pas adapté à ça. Alors on dit il faut peut-être mobiliser des constructeurs automobiles pour faire des milliers de drones. On a parlé de Renault en Ukraine, absolument. Je crois. Hein. Mais le problème, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est surtout les startups et l'agilité intellectuelle de nos ingénieurs qui existent, mais il faut les mettre en position de recevoir des financements, d'être encouragés dans cette inventivité. Et je pense que ça peut se faire beaucoup avec des joint ventures avec les Ukrainiens. Les Ukrainiens savent faire et connaissent en réalité aussi la façon d'utiliser les drones de façon utile. Ils ont inventé ces drones maritimes pour acquérir la maîtrise pratiquement de la mer Noire. Les navires de guerre russes ne naviguent plus, ils sont menacés à tout bout de champ. En réalité, ce sont des petits bateaux sans pilote. Et les gros drones sont des petits avions sans pilote. Les petits drones sont des choses qu'on voit pour livrer des pizzas ou des choses, en effet, qui se trouvent dans des magasins où on trouve des objets divers et variés. Donc, sous le nom de drone, il y a des réalités extrêmement diverses. Mais là, je remarque que depuis 10 minutes, on parle des drones et l'actualité du jour, c'est 100 Rafales pour l'Ukraine. Est-ce que, je sais que c'est quelque chose qui agite beaucoup les états-majors des armées de l'air et les jeunes pilotes, mais est-ce que les avions de chasse, les avions de combat auront encore un avenir? Donc pourquoi livrer des centaines d'avions de chasse? Il n'y a qu'une seule certitude. Il ne faut pas laisser l'armée de l'air en décider. Pourquoi? Parce qu'elle est dirigée par des pilotes. Et c'est compliqué quand on est pilote de se dire, en fait, on n'a plus besoin de pilotes. Voilà. Mais en dehors de cette certitude-là, les drones nous ont emmenés dans un abysse de réflexion parce qu'on ne l'imaginait même pas, alors que ça a 30 ans, les drones. On n'imaginait absolument pas qu'à un moment, un bateau lourd, on se souvient du croiseur russe qui a été détruit par ou qu'aujourd'hui, sur le champ de bataille, on pense que 70% des pertes sont liées aux drones. Quand on utilise des millions de drones, en fait, cette guerre est rebattue par la guerre des drones. Mais alors, pourquoi on parle de livraison des Rafales? Est-ce que ça sert encore de livrer des Rafales à l'Ukraine qui arriveront en plus dans 5 ou 10 ans? C'est un très bon coup politique, puisque cela nous impose, dans la négociation qui aura bien lieu un jour, sur un cessez-le-feu en Ukraine. Ni Trump ni Poutine ne voulaient voir les Européens dans ces négociations. On l'a bien vu en Alaska, il n'était pas question que les Européens aient leur mot à dire dans cette négociation. En faisant ce qui a été fait cet après-midi, et en prévoyant la vente possible de jusqu'à 100 Rafales dans les 10 prochaines années, on s'impose dans cette négociation, puisqu'on signifie à M. Poutine que l'Ukraine non occupée par la Russie ne sera pas neutre. Elle sera militarisée, et militarisée par nous, c'est-à-dire par l'Europe. Donc c'est un coup, en effet, pour la diplomatie française, mais aussi pour la diplomatie européenne, parce que les Européens vont être de bon gré ou de mauvais gré obligés de suivre. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Suédois ont montré la route, au bout du compte, et d'autres vont être obligés de suivre. En effet, il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu, il ne peut pas y avoir de négociation sans la participation des Européens. Et ça, il faut que M. Trump le comprenne. Et justement, on va y venir, parce que justement, ça permet aussi, voilà, tout simplement de tisser des liens aussi humains, diplomatiques, industriels, mais humains, à l'image, pour en revenir aux avions, de la formation, puisque la France, avec d'autres pays, mais la France forme notamment les futurs pilotes de chasse ukrainiens. Regardez ce reportage de Dorothée Olyric, c'était en 2024, justement en prévision de la livraison des Mirage 2000, dont certains ont déjà été livrés à l'Ukraine. Regardez. Une base aérienne dans le sud-ouest de la France. C'est ici que des militaires ukrainiens suivent une formation de pilotes de chasse. Ce soldat ukrainien n'a que 21 ans. Cela fait 3 mois qu'il est ici. Il va voler avec un instructeur français dans cet Alpha Jet, identique à ceux de la patrouille de France.
Avant le décollage, le pilote fait le tour de l'avion avec son mécanicien. C'est toutes les vérifications de sécurité qu'on doit faire avant de partir, qui sont obligatoires avant de partir. Les 10 pilotes ukrainiens en formation ont reçu la consigne de ne pas s'exprimer. Leur apprentissage va durer 6 mois au lieu des 18 mois habituels. Kiev a besoin de nouveaux pilotes le plus vite possible. Ils sont très volontaires, préparés déjà mentalement. Ils sont jeunes, ils ont tous entre 21 et 23 ans, mais ce sont déjà des guerriers dans l'âme. Ils ont déjà connu les combats dans leur pays. Ils sont ici présents pour une seule chose, pour pouvoir retourner chez eux et protéger le territoire national et les leurs. Le programme est adapté au conflit ukrainien. Ils vont à l'essentiel, les vols en patrouille, les tirs, l'interception de missiles. Voilà, là, on l'a entendu dans le reportage. Donc, l'idée que ce soit des jeunes pilotes, notamment ukrainiens, 21, 22, 23 ans, s'ils évidemment souhaitent qu'ils survivent au combat, mais ça veut dire justement, Vera, qu'il y a des liens, tout simplement des liens humains, des liens entre états-majors qui se tissent, et c'est pas pour revenir, on fait pas l'OTAN avec l'Ukraine, mais enfin, ça s'en rapproche. Oui, ça fait partie du processus de formation effectivement de forces armées européennes. D'ailleurs, on en parle depuis déjà assez longtemps. Il y avait l'idée de l'armée européenne qui pouvait protéger l'Europe pour aussi effectivement pas contredire l'OTAN ou être en contrepoids pour l'OTAN, mais plutôt aussi pour fonder l'autonomie stratégique européenne. On voit aujourd'hui à quel point c'est d'actualité avec l'administration américaine qui peut changer du jour au lendemain et on peut être face au président comme Trump. Donc effectivement, ici, on voit que les Ukrainiens coopèrent étroitement avec les Européens. Ils deviennent aujourd'hui une armée quand même qui est très aguerrie, qui peut donner beaucoup d'expérience, raconter comment il faut mener la guerre au XXIe siècle avec tout ce qu'ils ont vécu depuis 2022. Donc effectivement, ça fait pour moi un pas de l'intégration de l'Ukraine en Europe. Bon, en Europe, peut-être en jour politique et économique, mais aussi peut-être en Europe militaire armée qui doit se défendre contre les défis extérieurs. Guillaume. Les présidents Macron et Zelensky aujourd'hui sont aussi allés visiter le PC de la force multinationale Ukraine, c'est-à-dire la coalition des volontaires. Dans cette coalition des volontaires, il y a l'Ukraine. Ça veut dire qu'on s'entraîne d'ores et déjà à se coordonner ensemble pour des actions militaires. C'est prévu pour le jour où on aurait un accord de cessez-le-feu pour aller garantir que ce cessez-le-feu soit respecté en Ukraine. Mais on voit bien que les liens se tissent, y compris militairement avec l'Ukraine. Et effectivement, sans OTAN, puisque l'OTAN ne participe pas directement à cette force à cause de l'instabilité, de l'imprévisibilité des États-Unis sur le sujet. Mais on voit bien qu'il y a un tissu européen qui se forme de facto à cause de la guerre en Ukraine. Claude, le mot de la fin, je parle vraiment à l'ancien diplomate, ambassadeur en Russie que vous êtes. On l'a dit plein de fois sur ces plateaux, la Russie comptait beaucoup sur l'essoufflement en Europe, la lassitude en Europe. Est-ce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, parmi peut-être un océan de mauvaises nouvelles qu'on couvre tous les jours sur ce plateau, c'est quand même l'illustration de la détermination de l'Europe, qui ne faiblit pas, quelles que soient ses failles. Oui, et ça illustre aussi... les mauvaises prévisions et les mauvaises informations dont disposait M. Poutine. Il s'est trompé dès le début. Il pensait que l'Ukraine allait se rendre, allait acclamer ses soldats. Ça n'a pas été le cas. Et près de 4 ans plus tard, l'Ukraine est toujours debout. Et tout ce qu'a réussi M. Poutine, c'est faire entrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN. Et c'est en effet provoquer un début de prise en masse des Européens pour... prendre en main leur propre défense. Et ça sera grâce à lui et grâce à sa guerre que les Européens auront eu cette prise de conscience. Et je pense qu'en effet, ça va se développer progressivement. C'est très difficile parce que spontanément, les intérêts des États membres de l'Europe ne sont pas convergents. Mais s'il y a un impératif catégorique, ils deviennent convergents. Parce qu'on a l'habitude de négocier entre nous. C'est ça, dans le fond, le fondement de l'Union européenne, c'est la négociation permanente. Juste une question très rapide, Guillaume. Si on se projette dans quelques années, une fois que l'Ukraine aura reçu tous ces Rafales, ces Gripen suédois, ce sera une sacrée armée, l'Ukraine, en Europe. Ce sera une sacrée armée, mais surtout, il faut qu'on réfléchisse
quelle est l'armée dont veut se doter l'Europe, probablement des États-Unis d'Europe dans ce contexte-là. Bon, eh bien, on en reparlera forcément sur ce plateau. Merci à tous les trois. On arrive à 22h pile à la seconde pour votre journal, Cécile Bartoli.